Elle aime la convivialité, elle aime les échanges avec les amis, elle aime accueillir et recevoir. Elle aime la nature, toutes les natures, elle aime le mouvement, elle aime marcher, danser, elle aime chanter, elle aime faire l'amour aussi. Bonjour Daniel. Bonjour. Je me permets de vous appeler Daniel. Mais avec plaisir. Je suis très heureuse de vous rencontrer encore une fois. On s'est vu dans le cadre d'une émission il y a quelques semaines pour présenter votre nouveau livre, À corps et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre. Et alors c'est formidable de vous voir publier encore aujourd'hui sur les sujets qui touchent à l'amour et à la sexualité. Peut-être c'est ma recherche. C'est votre recherche, mais vous n'arrêtez pas. Non. Vous êtes passionné. Ben, je tiens mon cap. Oui, pour moi, c'est... j'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreuses quand même à parler du sujet, alors que quand même, il fait partie des sociétés, de la société moderne et actuelle. Et parler de la sexualité, pour moi, est une nécessité de transmission. Parce que comme j'étais au courant de rien, que je ne savais rien, que je n'ai jamais entendu parler de sexualité dans mon enfance et dans ma petite jeunesse, et qu'elle a été une révélation qui a changé ma vie, et ben je veux en parler, et j'en parle, et j'ai écrit. Merci d'en parler et d'écrire. Et avant d'aller approfondir tout ce que vous allez nous transmettre aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous reparler un peu de votre parcours de femme? Comment vous en arrivez à écrire sur ces sujets qui touchent à l'amour et à la sexualité? Qu'est-ce que vous pourriez dire un peu de votre histoire? Bon, j'imagine qu'elle est longue, mais déjà, quand même, dans votre parcours, votre formation. Alors, je veux partir d'une jeune fille très, comment dirais-je, très vivante. J'ai été vivante, j'étais joyeuse. Alors moi, c'était le rock'n'roll, hein, Elvis Presley. Sympa comme ambiance. Ah ben, très sympa. D'accord, il y avait de la joie. Et ça s'appelait des surprises parties. Et ça a donné donc déjà une ambiance vivante. J'étais dans un lycée mixte aussi, c'était aussi très pilote à Enghien, c'était très nouveau aussi, hein. La plupart de mes copines, des copines de mon âge sont allées dans des lycées de filles. Et puis me voilà embarquée à me retrouver, à faire des études de médecine, et là, comme une évidence, je sais que je vais devenir gynécologue. Alors sans comprendre pourquoi, mais c'est une évidence. Et les études se passent, elles sont longues. Oui. On est dans une période de vie où on militait pour une médecine meilleure, pour une médecine qui soit respectueuse, et pas seulement un numéro. Vous savez, à l'hôpital avant, on n'était que des numéros. On reconnaissait qu'il y avait des sentiments, des émotions, une histoire. Donc il y avait toute une mouvance où on militait pour une médecine plus humanisée et moins matérialiste et organique. Et on militait du coup déjà pour la santé, pas seulement pour savoir soigner une maladie. Et puis mai 68 arrive, moi je suis en 5e année de médecine en mai 68, et donc là encore, hein, une dynamique qui me permet d'avoir déjà la chance de l'émergence où mes raisons de militantisme sont honorées. C'est rare, hein, de militer et d'être récompensé, de militer pour ce sont des valeurs. Quand on milite, ce sont des valeurs de la vie. Et puis la gynécologie et une mouvance très active où je m'installe avec 2 femmes formidables et on continue. Et la contraception, on est la première génération de gynécologues
à prescrire la pilule, à faire une contraception. La gynécologie, je veux dire, comme surveillance annuelle, est instaurée à ce moment-là. Et moi, j'ai milité beaucoup au planning familial, donc le fait de m'installer avec mon ami Joël Brunry-Kaufmann, qui était déjà complètement débordé, m'a fait enchaîner sur... j'ai envie de dire, je n'ai jamais eu de problème pour avoir de la clientèle, comme on dit. Jamais, jamais. Et puis, il y a eu tout un mouvement pour la libération, pour la libération de l'avortement. Hein? Moi, je m'installe, je ne sais pas, 72, 73. La loi passe en 75 et on est quand même, là encore, une poignée à militer. Et moi, je milite, non pas pour l'avortement, mais je milite pour qu'on accueille des enfants désirés. Parce que je sais l'importance de naître dans un désir partagé des parents pour la santé de l'enfant. Moi, je suis toujours du point de vue de l'enfant. Et donc, alors comme ça ne se passe pas comme, c'est pas tout à fait ça, et qu'il y a donc tout ce mouvement au planning familial, et puis alors on travaille partout, on va dans les dispensaires, on va dans les mouvements de militantisme féminin, le GIS, le MLAC, on n'arrête pas. Quelle période! Ah oui. Donc vous commencez votre carrière de gynécologue dans une période qui est complètement incroyable dans l'histoire et dans l'histoire des femmes. Absolument. Avec l'arrivée de la contraception, la question de l'avortement. Alors c'est intéressant parce que vous insistez sur, vous êtes toujours du point de vue des enfants. Oui. Et peut-être vous dites ça par rapport à un point de vue qui serait celui des femmes. Quand vous dites je défends le point de vue des enfants. Oui, non, par rapport à la libération sexuelle et la légalisation de l'avortement. Oui. Hein? En fait, vous avez cette conscience qu'il faut accueillir des enfants dans le désir partagé des deux parents. Là, c'est mon cheval de bataille, j'ai envie de dire. Partager des deux parents, mais pas seulement de la mère, mais des deux parents. Mais bien sûr, hein, parce que cet enfant qui naît d'un désir partagé, il inscrit déjà un droit à exister. Et donc sa naissance est la matérialisation d'un désir partagé. Hein? Il ne tombe pas du ciel, il ne tombe pas, la femme ne tombe plus enceinte, la femme attend un joyeux événement parce que c'est son désir commun avec le partenaire. Et alors, vous êtes en train de vivre cette époque qui transforme profondément la société. Absolument. Le corps des femmes, la sexualité, enfin, vous assistez à tous ces changements. Absolument. Et puis, quel est encore votre parcours au niveau professionnel avant de rentrer plus dans la défense de vos idées? Après ça, vous faites quoi? Alors, je reste gynécologue allopathe pendant 12-13 ans. Et puis voilà que des amis me conseillent ou sont emballés parce qu'ils sont médecins et ils découvrent la médecine chinoise. Et moi, alors vraiment, je tombe du ciel, j'ai envie de vous dire, je n'ai jamais entendu parler pendant mes études de médecine à Paris, de médecine alternative. À l'époque, ça n'existait pas, j'ai jamais entendu parler de médecine chinoise, ni d'homéopathie. Et voilà que je tombe dans un autre espace et ça me passionne de découvrir un autre moyen de savoir soigner. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans cette médecine chinoise? Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, de différent? Alors ça n'a aucun rapport puisque on est
sujet, j'ai envie de dire, pensant, situé entre le ciel et la terre. On a à charge de prendre soin de soi. Chacun doit se considérer pour rester en bonne santé. Ça veut dire on doit s'engager à tenir compte de ce qui nous arrive et pour savoir entretenir sa santé. Alors ça, moi, c'est quand même ce pourquoi je militais déjà, hein, même si j'étais plus timide dans son expression. Moi, je demandais aux femmes de se prendre en charge, de ne pas tomber enceinte et de choisir une contraception pour justement pouvoir aussi se libérer et se sentir dans la capacité de découvrir une vie de femme. Alors vous savez, moi, ma vie de femme, j'étais pas très évoluée non plus dans ma féminité personnelle. Moi, je me sentais tellement libre déjà de pouvoir y prétendre. Et je croyais que cette sexualité qui démarre relativement tard maintenant, hein, j'avais 19 ans, ça me faisait déjà me sentir libre, mais je ne savais absolument pas la vivre. J'étais contente, mais j'en avais pas les bénéfices. Mais toujours est-il que la vie continuait, s'enchaînait, on était présente pour l'amélioration des conditions de vie pour entretenir sa santé. Et effectivement, le point commun, enfin, le fil rouge là, donc déjà ce que vous êtes en train de partager, c'est cette idée qu'on est responsable de sa vie. Absolument. Et comment est-ce qu'on peut contribuer en tant que médecin, en tant que soignant, à responsabiliser les gens par rapport à leur choix de vie, à leur santé. On voit ce sens de la responsabilité qui vous tient à cœur. Eh bien oui, ça c'est une évidence. Alors moi, si je peux parler un petit peu de ma recherche personnelle, j'ai quand même l'impression que je suis le prolongement de ma grand-mère maternelle qui était sage-femme. Ah. Hein? Ça, c'est ce que je comprends, et qui était morte avant ma naissance. Donc j'ai l'impression qu'elle... Et puis vous savez, à l'époque, mais c'était... on change complètement de façon de vivre. C'était une époque où la médecine, il y avait plein de morts néonatales, d'enfants. Il y avait plein de femmes qui mouraient, d'hémorragie, de septicémie, d'infection. Il n'y avait pas les antibiotiques, on ne savait pas bien juguler les hémorragies. Il n'y avait bien sûr pas du tout de médecine néonatale. La médecine a radicalement changé, j'ai envie de dire, sous mes yeux. C'est passionnant de vous entendre parce que, effectivement, moi qui viens d'une autre génération, on s'était dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on a 40 ans d'écart. J'ai pas connu tout ça. Eh bien oui, c'est ce que je me rends compte. C'est impressionnant de voir cette évolution que vous avez connue de vos propres yeux, dans votre pratique, vous avez vu ces changements. Absolument. C'est incroyable. Ah oui, moi j'ai fait une travail. Mais vous savez, je le dis encore toujours, quand je suis née, en 1943, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Non mais hein, c'est incroyable quand on y pense. On se rencontre là aujourd'hui toutes les deux dans cette magnifique maison au coin du feu et on a une vie qui est tellement différente. Vous avez grandi, vous êtes né dans une société où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Oui. Et aujourd'hui, moi je suis la femme de l'époque MeToo, vous imaginez? Oui. Voilà. Le changement. Voilà. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant et effectivement ça fait des traversées importantes, intéressantes. Où, si vous voulez, je découvre toute cette histoire de sexualité. J'imagine. Et me voilà partie dans une... Moi, je suis une naïve, amoureuse, pas forcément très téméraire, mais je suis amoureuse d'hommes formidables, toujours très respectueux, j'ai jamais été abusée et je suis confiante. Et je peux rajouter, puisque je milite pour un désir partagé des parents, moi je suis née
dans la folie de la guerre 39-45, mais mes parents ont été d'accord tous les deux pour me concevoir. Hein, je sais que le désir de chacun des parents de désirer un enfant, je le ressens en moi. Ça me donne une sécurité de base d'emblée. Et c'est pour ça que j'enchaîne sur ce militantisme à l'évidence. Comment vous sentez que vous êtes désiré par vos parents quand ils disaient... Alors bon, bien sûr qu'il y a toute l'histoire familiale, puisque oui. vous savez, c'est une période où mes parents sont cachés pendant la guerre. Ils sont heureusement, mon père était comme avait une conscience politique, et les voilà partis en zone libre avec leurs 2 filles aînées. Moi, j'ai 2 grandes sœurs de 11 et 15 ans de plus que moi. Ils sont cachés à Montpellier et voilà qu'on leur dit « mais il faut partir, ça y est, il n'y a plus de zone libre et vous allez être déportés dans les camps si vous ne partez pas tout de suite ». Et mon père part en Aveyron, trouve une ferme sans eau, sans électricité pour mettre sa femme et ses filles. Et lui, il est à 40 km. Il est carrossier, mon père est carrossier, son père est chaudronnier, et il est accueilli par un droguiste, je crois, au bord d'une rivière, et pendant toute la guerre, il va réparer les poêles, les casseroles, et ne pas se faire payer, en demandant de se faire payer en aliments. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu faim, mais ils étaient séparés. Hein? Et donc, voilà qu'ils entendent une rumeur, comme quoi les femmes juives enceintes ne seraient pas déportées dans les camps si elles étaient enceintes ou si elles avaient un enfant de moins de 1 an. Et voilà la raison pour laquelle mon père a perdu lui-même sa mère quand il avait 3 ans. Donc, bien sûr, il veut protéger la mère de ses filles. Ma mère vient de perdre sa mère, elle est complètement dans les choux, et voilà que l'idée la requinque, la perspective de redémarrer une grossesse la dynamise, et ils sont d'accord pour concevoir un enfant. Vous voyez, dans cette ambiance. C'est incroyable cette histoire. Mais oui, c'est la mienne. Et c'est dans ce contexte-là, avec ce désir-là aussi, même de sauver la vie, qui donne la vie. Eh bien, c'est ça. Et alors, moi, je suis fidèle à ma mission, je suis toujours là, à sauver les mères et les filles, et les enfants, et les pères, voilà. Ah oui, d'accord, vous êtes destiné à une fameuse histoire, Voilà. un projet avec Voilà. une histoire pareille. Et je garde mon cap, comme j'ai dit dès le départ. Vous voyez, ça me semble normal, hein, ça me porte. Et c'est ça qui me touche, qui me bouleverse quand je vous entends, c'est à quel point ça vous donne une force dans votre vie de femme, Eh ben oui. d'avoir été comme ça désirée par vos parents, et comment on le sait, vous et moi, que quand on ne sent pas ce désir-là, ben, mine de rien, ça nous fragilise, ça nous handicape. Alors on peut avancer avec ça, Eh ben, bien sûr. Mais c'est quand même un handicap à la base. Mais c'est pour ça, si vous voulez, moi je sais que déjà la vie est ardue, alors si on donne toutes les chances dès le départ, eh ben c'est plus facile. Et c'est vrai. Moi je trouve que moi j'ai été désirée par mes 2 parents, j'ai été aimée. Moi j'avais 2 grandes sœurs, alors quand ma mère ne pouvait pas me porter, eh ben, il y en avait une sœur, quand l'autre sœur ne pouvait pas. Moi je n'ai pas manqué, moi je dis toujours, je n'ai pas manqué d'amour, j'ai manqué de transmission, j'ai manqué de parole. Et ça me blesse qu'on m'a tellement aimé, mais on ne m'a pas appris la vie. Alors on m'a appris la vie d'une femme responsable. Hein. Je savais que j'aurais à travailler, je savais que je pouvais projeter de faire des enfants et de créer une famille heureuse. Alors c'est magnifique, hein, ça donne de la force. Et on ne m'a pas transmis que la vie des adultes incluait qu'ils sachent se rencontrer sexuellement pour entretenir leur santé et leur vitalité. Alors, à quel moment dans votre vie
vous découvrez cela, ce qu'on ne vous avait pas transmis, comment vous, Mais je ne sais vous même pas découvrez, pourquoi. comment vous... Et vous savez, moi, il n'y avait pas de garçon dans ma famille. J'ai pas vu de sexe d'homme, jamais avant. Je sais pas, avant, moi je dis 16 ans, mais c'est pas vrai, c'est plus tard. Donc, si vous voulez, c'est quand même incroyable comme revendication. Moi, j'écris dans l'introduction d'Accord et à cœur combien d'enfants sont encore dans cette ignorance que la sexualité fera partie de leur vie, celle qui n'est pas reliée à la reproduction. Et c'est comment de vivre dans une famille où la sexualité est une forme de tabou, on n'en parle pas. C'est pas un tabou, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est comment de vivre dans une famille où la sexualité, ça n'existe pas? Eh bien, on reste des enfants. On reste des enfants. Hein, je pense, oui, enfin, c'est ça, on reste des filles. Et pas des femmes. Eh bien, on n'a pas on va devenir une mère et on ne va pas devenir une femme. Et on ne le sait pas puisque la mère et la femme sont confondues. Hein? La projection de l'adulte féminin, c'est une mère en devenir, c'est pas du tout une femme qui sait vivre sa sexualité. Donc on reste une fille, j'allais dire une fille mère presque, qui devient mère. Je comprends très et bien qui ne sait pas accéder. Oui. Mais c'est pareil pour les garçons. Hein? Oui. Ils restent des garçons, ils ne deviennent pas des hommes. Hein? Les fils qui ne sont pas propulsés à devenir des hommes, eh ben, ils peuvent très bien devenir des pères, mais ils ne deviennent pas des hommes. Et dans votre histoire, à quel moment vous avez l'impression de devenir une femme? Plus seulement une fille mère ou une fille? Eh bien, j'ai envie de dire, quand je découvre le plaisir sexuel intérieur, quand je m'ouvre, alors j'étais fermée, je ne le savais pas, je m'ouvre à l'accueil et à la réception des forces sexuelles du sexe de mon partenaire, et je sens une force de vie qui m'envahit à l'intérieur et tout de suite qui me redresse. Qui me redresse parce que le lendemain, je me suis vue marcher, mais j'étais plus grande, j'étais plus dans l'aisance, j'étais redressée et j'étais plus claire d'esprit. Alors ça, c'est... on a envie de continuer à vivre ça. Moi, c'est toujours pareil. Hein. Et comment vous avez fait pour vous autoriser à vivre ce moment-là, ou vivre cette expérience qui a changé votre vie? Parce que je sais que beaucoup de femmes qui nous écoutent n'ont pas encore vécu cette expérience. Mais bien sûr, c'est pour ça. Alors, bien sûr. Que faut-il, ou qu'est-ce que... déjà, comment c'était, à quel moment... Mais vous savez, moi j'ai été sommée d'y arriver, j'ai presque envie de dire. J'ai eu un conjoint, oui. On était déjà parents, on avait nos 2 fils, et il me dit, mais tu sais, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, je n'ai pas de femme. Et alors, bien sûr que je comprends rien, moi je suis amoureuse, et ben, je travaille, j'ai mes enfants, j'ai mon homme, enfin, on a des amis, et c'est pas qu'on ne fasse pas, on vivait notre sexualité, j'étais dans le déni d'être fermée de l'intérieur, j'ai envie de dire, vous savez, c'est tellement complexe. Et alors vous me dites comment je me suis ouverte, et ben je ne sais pas vous répondre. Un jour. Quelque chose a changé. Un jour, je ne sais pas, il y a mis toute son ardeur, je crois. Et je ne m'interdisais pas, hein, j'étais pas en interdiction de jouir, mais j'étais fermée sans le savoir. Et le fait de réussir à m'ouvrir à l'accueil de ces forces de vie, hein, parce que les forces sexuelles sont des forces de vie, c'est elles qui donnent la vie. Et bien on se sent plus vivant. Et du coup, c'est devenu une recherche. Alors j'ai eu la chance, parce que vous me dites comment.
Alors, c'est pas vrai que j'ai pas eu du tout d'outils, puisque cette médecine chinoise que je me suis mise à apprendre, ils ont une façon de parler de la sexualité très précise. Alors racontez-moi ça, parce que peut-être que là, il y a une piste pour comprendre le cheminement dans votre vie de femme, qui également vous arrivez à recevoir cette force de vie dont vous parlez, j'adore cette expression. Dans la médecine chinoise, comment est-ce qu'on parle de la sexualité? Alors, si vous voulez, il faut que je sois claire, parce que c'est pas dans tous les livres de médecine chinoise, hein, mais c'est toute la dynamique de la philosophie taoïste et de la médecine chinoise, et c'est la partie de l'alchimie sexuelle. Hein, et il y a très peu de traductions en français. Et c'est pour ça que je remercie toujours Catherine Despeux, qui est maintenant une amie, et qui a traduit en français, parce qu'en anglais, je crois qu'il y a plus de traductions, et qui a traduit en français le processus de comment la sexualité fait partie de la vie parce qu'elle entretient la santé de l'esprit. Il s'agit de cueillir le remède. Alors, vous savez, pour une gynécologue qui cherche à se soigner, pour moi, ça m'a parlé tout de suite. Cueillir le remède, eh ben, j'ai quand même bien compris que je ne le cueillais pas comme il fallait. Hein? Et là, les textes ne sont pas excessivement précis, mais moi, je faisais tout ce qu'il disait quand même. Ce sont des exercices où j'ai introduit dans ma vie la notion d'énergétique. L'énergétique, justement, c'est comment les orientaux parlent très bien de cette notion de chi, de force de vie, de souffle de vie. Le chi qui a été introduit en Occident par les arts martiaux, hein, par le kung-fu, le yoga aussi, le qigong, le tai chi. C'est l'énergie qui circule et qui nous rend vivants. C'est pas notre corps de chair qui est animé, il est animé parce que le souffle de vie nous parcourt de notre naissance à notre mort. Et il s'agit d'apprendre à le ressentir et à savoir se remodeler. Et donc, c'est une pratique que je découvre et qui me fait, qui révolutionne ma vie et ma façon de penser. Et ça devient une pratique et j'ai envie de vous dire que je continue, je pratique ça au quotidien. Et les ateliers que j'ai mis en place depuis 15 ans sont des ateliers mixtes où on apprend à parler de sa sexualité et où on apprend à ressentir alors son corps et plus le côté de sa base et le côté de son sexe. On permet à son sexe de faire partie de nous. Que ce sexe devienne le nôtre, sinon on ne sait toujours pas où il est. Hein? On le ressent, et c'est en le ressentant qu'il devient le nôtre. Vous dites qu'on intègre sa dimension sexuelle, et vous avez vu comme moi que beaucoup de femmes en particulier, mais d'hommes aussi, ont un rapport au corps où, comme cette dimension-là sexuelle, cette zone-là sexuelle, ça n'existe pas. Mais oui, mais quelque chose qui est coupé. Moi, je vois mais dans la rue, moi ça se voit dans ça la se rue. voit. Hein? Les gens sexuels, il y en a très peu. Ça se voit. Je le vois aussi tout de suite. Hein, c'est ça. Et c'est là, je dis, c'est plus des filles et des garçons et des pères et des mères et des humains pensants. Hein? Mais la dimension sexuée n'est pas vivante. Et quand elle est vivante, on le ressent, on le sait, et ça se voit. Léniel, je comprends vraiment bien ce que vous partagez. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que vous faites cette découverte d'abord dans votre vie de femme,
passez votre temps, toute votre vie professionnelle comme une vraie mission de vie pour transmettre des choses sur l'amour et la sexualité. Et ce qui me déroute pas mal, c'est que je me dis qu'on est en 2023 et les femmes de ma génération ont encore cette difficulté-là à intégrer leur dimension sexuelle, à être sexuelle, pas seulement fille et mère, mais être femme, avoir cette énergie-là. Moi aussi, autour de moi, je connais très peu de femmes qui sont femmes. Mais bien sûr. Mais vous savez, c'est même pas le doigt d'une main. Et donc, c'est quand même interpellant, quand même, ces difficultés. Comment est-ce que vous expliquez cette si grande difficulté à intégrer ces dimensions tellement essentielles à notre vie, puisque c'est la source de vie aussi? Absolument. Comment ça se fait? Alors, heureusement que Alors, moi, j'ai vécu avec un homme qui était psychanalyste et qui était aussi novateur dans la dimension transgénérationnelle de la vie, dans l'héritage de nos ancêtres. Ça veut dire que les femmes actuelles, puisqu'on parle des femmes, hein, bon, bien sûr que ce sont les femmes et les hommes, mais là on parle plus des femmes avec vous, pour dire que elles contiennent, pour comprendre cette ignorance, parce que moi c'est l'ignorance qui me blesse. Oui, hein? C'est ça que j'entends dans ce que vous partagez, c'est l'ignorance qui vous blesse. Et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre et j'ai envie de me faire comprendre. Et donc dans ce livre, j'ai essayé de témoigner des encombrements qu'on trimballe. On est modelé avec des encombrements de son histoire. Et alors pas seulement de son histoire familiale, de son histoire sociale. Moi, j'ai aidé énormément une participante à mes ateliers en lui disant « Mais toi, tu vis encore une sexualité du 19e siècle. » Mais la sexualité du 19e siècle était complètement interdite de jouissance. Ça veut dire, pour vous répondre assez directement, comment se fait-il que ces femmes, qui ont bien sûr tout à fait envie de vivre une sexualité revitalisante, elles sont constituées d'une mémoire cellulaire. Leurs cellules et elles vivent toujours dans l'interdit de jouir. Ça veut de dire leur que grand-mère, arrière-grand-mère. C'est ça. Hein? Ça veut dire, vous êtes en train de me dire que les femmes même de ma génération, ou même encore plus jeunes, peuvent avoir des difficultés à accueillir ces dimensions sexuelles et ressentir vraiment cette énergie de vie, pas parce qu'elles ont mal fait quelque chose, Exactement. mais à cause de leur héritage transgénérationnel. D'interdit. D'interdit, mais qui ne vient pas. Parce que, quand même, notre génération, on n'a pas grandi avec l'interdit de jouer. Mais elles savent qu'elles ne sont plus interdites. Donc c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'en même temps, on sait qu'on a le droit de jouer, mais certaines femmes n'arrivent pas à mais on ne sait pas le vivre. Oui. Et on ne sait pas, c'est ce que je vous dis, on ne sait pas qu'on est fermé parce que ça ne se ressent pas. Cette fermeture ne se ressent pas. Alors elle se ressent un peu quand on a des douleurs, à la pénétration, quand on est impénétrable, oui, on est fermé. Hein, mais on peut très bien avoir des pénétrations sexuelles et ne pas ressentir cette ouverture dont vous parlez. Et bien c'est ce qui m'arrive de cette énergie. Hein, ça veut dire que la pénétration est mécanique et non pas énergétique. Elle ne se ressent pas. Et le travail de reconstruction à faire, c'est de se mettre à ressentir cette intériorité. Et c'est ce que j'essaye de faire, et comme j'y arrive quand même assez bien, ça me permet de continuer ces ateliers, parce que les femmes sont contentes d'en bénéficier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, ça veut dire quoi pour vous, ressentir son intériorité? Eh bien, ça veut dire que c'est savoir que notre corps de femme, notre sexe, il est invaginé. Nous avons un vagin. La vulve, le clitoris, l'entrée du vagin, c'est la surface extérieure de notre sexe. Et notre sexe se prolonge à l'intérieur de notre corps par ce conduit qui s'appelle le vagin, qui mène au col de l'utérus. Ça veut dire
le fait de se savoir invaginer, ça veut dire que ça va nous permettre d'accueillir avec honneur et bonheur le sexe de notre partenaire. Moi, je parle pas, moi je parle d'y arriver quand on a le souhait d'y arriver, si vous voulez. Je ne suis pas dans les difficultés et les traumatismes où on est abusé, où on n'est pas dans le consentement. Je traite d'un sujet différent où on est d'accord tous les deux et on n'y arrive pas. Vous venez de dire un mot qui me semble essentiel, c'est accueillir. Et alors dans et recevoir. Accueillir et recevoir. Et dans l'esprit de la plupart des gens, accueillir et recevoir, dans la sexualité féminine, ce serait comme un acte de passivité. Alors c'est intéressant ce que et en fait, c'est exactement le contraire. Bravo de cette phrase, parce que moi, la seule transmission que j'ai eue, petite fille et petite jeune fille, c'était que l'homme était actif, voilà, et la femme était passive. Pour moi, une des raisons principales à cette difficulté à recevoir cette énergie de vie, pour reprendre vos mots, à vraiment avoir cet orgasme de jouissance dans l'intimité sexuelle, c'est qu'il y a une erreur fondamentale, c'est de croire que la sexualité féminine, c'est une espèce de passivité, que l'homme serait actif et la femme passive. C'est ça. Et vous le dites avec vos mots en disant comment est-ce qu'on a conscience de cette intériorité. Et ce qui est intéressant justement, hein, de comprendre comment on peut comprendre cette passivité. Enfin, je veux dire, on ne peut pas la comprendre puisque c'est faux. Hein. La féminité est active dans son expression de... on émet du désir, ça part de soi et ça diffuse à l'extérieur, hein, comme des ondes, de l'énergie, pour dire mais on va être vraiment heureuse que toute cette dynamique de complémentarité sexuelle nous rentre dedans. Ça veut dire, vous savez, c'est comme quand on sonne à ma porte. Alors si je vais et seulement j'ouvre la porte, on accueille, on fait rentrer, on reçoit. Hein? On est active dans le fait de confirmer. On émet du désir. Et ça, c'est de la force. Et c'est actif. Mais oui, j'adore parce que vous prenez cet exemple-là, et j'ai l'occasion souvent aussi de parler de ce sujet et de donner exactement le même exemple. C'est quand on reçoit chez soi, quand on accueille, mais on est hyper actif. Regardez, vous me recevez chez vous aujourd'hui, vous m'avez préparé, il y a un bon petit gâteau, il y a du thé que vous m'avez préparé, il y a le feu qui est là, tout est chaleureux chez vous. On s'y sent bien, et parce qu'on s'y sent bien, mais on peut vraiment vivre cet échange et que cet échange soit vivant. Vous m'aurez accueilli, et intéressant, et joyeux, et dynamisant. On s'apporte des choses mutuellement à ce moment-là. Mais on voit bien que dans cet acte-là qui est accueillir, vous avez été très active, et là, la vie peut exister, mais il faut le comprendre. Donc, il y a quand même alors, vous voyez, ma famille était accueillante comme ça. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, il y avait des invités à la maison. Il y avait des invités. Il y avait de la vie à la maison. Oui, il y avait de la vie, alors pas tout le temps, hein, mais quand même, il y avait de la vie, il pouvait y avoir de la musique, on pouvait se mettre à danser. Il y avait ce côté convivial et joyeux. Et si on reprend un peu ces erreurs qui nous empêchent de pouvoir vivre ce pourquoi on est profondément fait, on parle de cette erreur de passivité active, le côté passif et actif. Est-ce qu'il y a autre chose que il vous semble essentiel de transmettre aux femmes et aux hommes aujourd'hui par rapport à la compréhension de ce que c'est ou de ce que ça peut être la sexualité? Vous avez parlé d'énergie déjà? Oui. Ça, c'est un point très important. D'échange. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul. Ok. Vous voulez dire quoi quand vous dites ça, on n'est pas seul? Eh bien, ça veut dire que sinon, on est obsédé par le fait d'y arriver, par les faits qu'on va
va jouir, et on est prêt, on n'est pas prêt, et on ne sait pas. Hein, je veux dire, il y a toute une obsession que ça marche pour soi. Et le fait de savoir qu'on n'est pas seul, et que c'est justement l'alchimie de la rencontre de nos différences et de nos complémentarités qui crée ce souffle. Hein, on est dans comment dirais-je, on est dans une énergie nouvelle de création. On n'est pas toute seule. Alors ça, je ne sais pas si on peut tout de suite enchaîner sur la jouissance de la masturbation, où on est toute seule, hein? Où on est toute seule, où on est là et vraiment pour s'harmoniser, pour se reconstituer, pour se faire du bien, et ça le fait. Et moi, de mon expérience personnelle et de ce que j'en comprends, c'est qu'on est plus branché sur le passé de notre constitution sexuelle, de notre construction sexuelle, pour retrouver des images, pour retrouver cette force sexuelle, hein, qui s'exprime là, qui s'agite, qui est présente. Et le fait de la dynamiser, elle se met à diffuser dans tout le corps. Alors moi, je trouve qu'elle reconstitue, mais qu'elle ne nous fait pas grandir. Alors que la compénétration, pour moi, des sexes, nous fait grandir parce qu'elle nous amène du plus. C'est intéressant ce que vous partagez là. Donc vous dites ça ne nous fait pas, vous dites que ça nous constitue. Ça nous reconstitue. Ça nous reconstitue. Eh bien oui, on n'est plus angoissé, on se calme. On est plus aligné avec soi-même. On s'aligne, on se remet, on se réajuste. Donc c'est aussi un chemin intéressant pour une femme, d'apprendre à se caresser et avoir du plaisir par elle-même. Oui, ça fait partie d'un entretien aussi de la santé. Oui. Hein? Mais moi, je ne peux pas comparer, je peux les comparer, mais je ne peux pas dire que je peux amalgamer, je ne peux pas trouver ces deux jouissances identiques. Ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est que cette jouissance qu'on peut se donner à soi par les caresses qu'on se donne, donc cette masturbation, elle peut vraiment nous reconstituer, comme vous dites, nous aligner, s'apaiser d'une certaine façon. Ah oui, ça part à l'angoisse. Oui, hein. vraiment. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, même ça soigne, si vous voulez. Moi, j'ai appris que quand on a des douleurs, moi j'ai eu une hernie discale à 20 ans, donc je passe ma vie à réparer mon dos, et ça marche, parce que je n'ai plus mal. Et alors, par exemple, toute cette énergie dégagée par la masturbation, si on l'oriente vers nos douleurs, ça les apaise. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on est encore aux prémices de tout ce que ça peut nous apporter. Oui, bien sûr. Maintenant, on parle aussi même de pouvoir se caresser, se masturber pendant l'accouchement. Il y a des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Mais vous êtes en train de dire, moi, ce qui me semble aussi une vérité, c'est que ça n'a rien à voir presque avec ce qu'on peut vivre dans une sexualité copénétrante, c'est comme ça? Oui, moi je parle de compénétration. Moi je parle plus de compénétration que de pénétration. Parce qu'on est partie prenante de l'aventure. Et peut-être que là, beaucoup de personnes ont une vision si erronée de croire que au sein de cette union sexuelle, on devrait ressentir la même chose que lors de la masturbation. En fait, ce sont deux expériences qui sont assez différentes. Absolument. Ouais, moi, je sens aussi que c'est très différent. Voilà, c'est différent. Et donc, les deux sont intéressantes. Et moi, j'avoue que c'est celle de la compénétration qui me plaît plus, qui me rend plus vivante. Hein, je suis apaisée par la masturbation, mais je ne suis pas forcément très, comment dirais-je, très vivante. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est marrant parce que je peux dire exactement la même chose que vous. Et quand on a découvert, quand on a déjà expérimenté dans son corps, sa chair, l'énergie
que donne le plaisir sexuel partagé, cet orgasme. Mais c'est exactement, c'est revitalisant, comme vous dites. Moi, c'est là que je puisse mon énergie de vie. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. La masturbation qui peut être très bonne et très agréable à certains moments donnés de la vie, mais c'est pas la même chose. Voilà. Peut-être qu'on a tort de les mélanger. Et je pense que beaucoup de nos contemporains, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais vivent la sexualité comme une sorte de de masturbation mutuelle. Ben oui. C'est-à-dire qu'on est auto-centré à la recherche de son propre plaisir. On est seul en fait dans la vie c'est ce que je vous dis, on est ensemble. Oui. Et vous, ce que vous me dites, c'est que d'arriver à comprendre qu'on est ensemble. On n'est pas seul. Et dès lors qu'on comprend qu'on n'est pas seul et qu'on est à deux, oui. quelque chose peut s'ouvrir de différent. Et bien absolument. Et puis de le ressentir, c'est pas que ça peut s'ouvrir, c'est que ça s'ouvre. C'est pas que ça peut s'ouvrir, ça s'ouvre. Hein? Ça s'ouvre parce que on est quand même dans la magie de la vie. Alors c'est pas toujours le top, magnifique, incroyable, extraordinaire, mais moi je peux dire que quand on sait le vivre, ça n'est plus jamais insatisfaisant. Et ça, je trouve ça tellement important parce que c'est tellement fatigant de ne pas y arriver. C'est tellement frustrant, c'est tellement... Là, ça mène que ça peut quand même mener très souvent aux ruptures, hein, quand c'est jamais, quand ça marche jamais, hein, quand on n'y arrive pas, quand on sait. C'est pas l'amour qui manque, hein, c'est important de le savoir. C'est quasiment parce qu'il y a de l'amour que c'est si difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et pas parce que les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts l'un à l'autre, souvent l'esprit est ouvert. Et le sexe ne suit pas l'incarnation de cette force de vie dont on parle depuis le début, ne fait pas partie de la danse, de la rencontre. Le conseil que vous donneriez aux femmes qui n'arrivent pas à ressentir vraiment ce plaisir-là, ce serait d'aller comprendre à quel moment elles sont coupées de leur corps? Ah non, mais elles le sont dès le départ. Ah oui. Elles sont emboîtées dans leur mère. Alors des fois il y a des... Attends, parce que quand vous dites elles sont emboîtées dans leur mère, moi je le comprends, mais peut-être que nos auditrices ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites elles sont emboîtées dans leur mère? Ça veut dire que le fait de devenir adulte, qu'on devienne mère ou pas, nous rebranche automatiquement à l'avant de nos lignées. Hein? C'est ça c'est comme ça que la vie continue. Hein? C'est la biologie du corps, je dirais. Hein, la reproduction. Hein. Alors, la rencontre se fait sur le modèle horizontal, je dirais, de nos masculins et féminins, de chacun, et c'est le rapport à l'autre de notre naissance à notre mort. Se prolonger, avoir des enfants, ou même déjà vivre seulement sous le même toit, on refait famille. Refaire famille, c'est prolonger ses lignées. Et reprolonger ses lignées, c'est se brancher à l'héritage de tout ce qui nous constitue. On l'a vu tout à l'heure avec l'héritage social de l'interdit de jouir. Et là maintenant, on va le voir dans l'héritage de tous les non-dits, des traumatismes d'abus, d'inceste. C'est important d'en parler, ça, ouais, et tous ces traumatismes. Mais bien sûr, qui vont nous figer dans la dynamique de notre vie. Le traumatisme est un arrêt du temps. Ça veut dire que des années après, et je dirais des générations après, le traumatisme est une émotion qui n'a pas pu être digérée tellement c'était un malheur, une souffrance insupportable. Et ça veut dire que ce traumatisme n'a pas pu se dissoudre, mais il s'est enquisté. Et si il est enquisté, on le contient toujours. Et si on le contient toujours, il va pouvoir se manifester à des périodes, à des moments particuliers de nos vies. Dans un système de répétition où il s'est manifesté dans les générations précédentes, l'âge,
où on a mis au monde un enfant, l'âge où une arrière-grand-mère est morte en accouchant. Bon, c'est obligatoirement un traumatisme épouvantable. Hein. On met au monde un enfant vivant, le mari perd sa femme, il se retrouve avec le môme. Voilà, c'était très fréquent. Mais attendez, parce que je comprends ce que vous partagez sur tout cet héritage, mais en tant qu'aujourd'hui femme adulte, on ne connaît pas vraiment l'histoire de notre mère, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Oui, mais ça veut dire que quand on a des difficultés, il faut savoir il faut comprendre tout de suite qu'on hérite de pathologies. Ça veut bien pour déculpabiliser aussi. Mais absolument. Quand même, je pense. Hein. Mais il faut dire absolument, parce que les traumatismes, ça veut dire cette mémoire interdictrice et de vivre sa jouissance, de s'épanouir, de se reproduire aussi. Hein. Ça donne aussi des difficultés de la reproduction. Il faut savoir que nous n'en sommes pas à l'origine, mais nous en sommes les dépositaires. Alors déjà, de savoir qu'on n'en est pas à l'origine, déjà c'est important. Des fois, ça suffit à s'en départir. Vous savez, c'est très bizarre les pathologies. Hein. Des fois, moi je disais à ces jeunes, parce qu'elles souffraient, elles avaient des trop gros seins, des trop grosses cuisses et tout ça, et je pouvais leur dire, mais ça, ce ne sont pas les vôtres. Là, vous êtes dans un héritage des femmes de la famille. Et bien pour certaines, ça suffisait, d'un seul coup, elles se remodelaient spontanément. Et puis souvent, ça ne suffit pas. Il faut de l'énergétique, il faut du travail. Il faut travailler pour faire circuler une énergie stagnante. Vous savez, ça donne des inerties. Ces cryptes qu'on... C'est kystes. C'est ça, c'est kystes. Et donc, attendez, je rebondis sur justement refaire circuler l'énergie. Très concrètement, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une force psychique qui se concentre en une partie du corps. Ça veut dire, on veut ressentir son sexe, on veut ressentir son périnée. Et il ne faut pas se lâcher. Il faut se demander d'être très, très, très concentré pour aller à cet endroit précis. Il faut savoir que quand on porte son attention sur une énergie, sur un endroit du corps, on lui amène de l'énergie. On lui amène. Donc quand on porte attention à un endroit du corps, on lui amène de l'énergie. Voilà, on lui amène de l'énergie, déjà de la force. Alors, ou bien, oui. Voilà, alors quand c'est noué, quand on a des douleurs, ça peut dissoudre des douleurs. Hein? Ou bien il y a des vides. Alors c'est vrai que si on amène une énergie dans le vide, là on comprend mieux que ça peut nous requinquer. Quand on a des trop pleins, eux au contraire, il faut apprendre à les vidanger. Hein? Il faut aller plus en amont. Hein? Tout ça, ça s'apprend. Et comprendre qu'on se reconstitue par la sensation, c'est parce que on se rebranche à la période de la vie où c'était la sensation qui primait. Notre pot de sensation, quand on était une toute petite fille ou un tout petit garçon, mais dès bébé, et ben, ou bien le contact physique du corps à corps était confirmant, nous permettait justement d'être confiant, de se donner, de s'abandonner. Hein? Regardez ces bébés confiants là, mais c'est d'une beauté. Hein? Les animaux aussi. Hein? Quand on est confiant, eh ben on est relâché. Et puis quand c'est moins, quand on est un peu, si on est agressé, eh ben il y a de la rétraction. Il n'y a pas de détente. Et tout ça, c'est bon ou c'est pas bon. C'est agressif ou c'est stimulant. Vous voyez, on repart à la période où c'est la sensation qui nous construisait.
Et c'est pour ça qu'il est important. C'est pas que souvent on dit on visualise. Alors la visualisation c'est très bien, mais c'est pas ça qui permet de se remodeler, ça permet de s'orienter. Parce que c'est le fait de ressentir qui nous change. Et on peut changer, et c'est du travail et de la persévérance, mais c'est possible. Et là, si on est dans cette histoire de sexe, qui est anesthésié, qui n'existe pas, et ben on apprend à l'intégrer dans notre image du corps. Il se met à faire partie de nous, et dès qu'il se met à faire partie de nous, il va pouvoir être vivant, et il va savoir vivre son plaisir. Meilleure nouvelle du monde. C'est possible. Mais c'est possible. Et puis vous nous expliquez déjà quelques pistes pour savoir comment y arriver. Et ce que j'aime dans ce que vous êtes en train de nous partager, c'est que à la fois de redire avec force qu'il y a quelque chose à vivre dans l'expérience sexuelle qui est magnifique puisque c'est un lieu de vie. Donc ne pas renoncer à ce projet-là parce que c'est difficile, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne ressent pas les choses. Et par contre, de voir... Et alors j'ai envie d'enchaîner tout de suite, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, comment c'est important aussi, passer la ménopause, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, comment c'est important de savoir, parce que souvent les femmes disaient « Ah mais c'est plus pour moi mais pourquoi c'est plus pour moi ?» Parce qu'on confond toujours la sexualité de reproduction qui n'est plus possible à celle de la jouissance, qui au contraire se met à s'appeler pour la philosophie taoïste un deuxième printemps. Donc si on sait que la ménopause peut s'appeler un deuxième printemps, ça change tout. Eh ben, ça change la perspective. Bien sûr. Et voilà. Hein? Et c'est flagrant. Hein? C'est flagrant, bien sûr que c'est pas pour toutes les femmes, mais il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont surprises de cet élan de vitalité sexuelle qui se remet à vivre ou se met à vivre, hein, selon les histoires personnelles de chacune, et qui se mettent à avoir une période qui s'appelle le troisième âge, tout à fait vivante et dynamique. Encore une bonne nouvelle alors. Encore une très bonne nouvelle. Vous n'avez que des bonnes nouvelles à ce oui, moment-là, Daniel. Oui, j'ai bien fait de venir vous voir, là on est près du feu, on entend le feu crépite, mais j'ai que des bonnes nouvelles. Mais oui, la pathologie maintenant, et je laisse la place aux jeunes et je m'agrémente aussi, je m'entretiens aussi avec les bonnes nouvelles. Vous avez bien raison. Mais c'est vrai que quand je vous entends, je me dis cette chose-là que je pense depuis pas mal d'années. En fait, la révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu. Il y a quelque chose. C'est pas intégré. C'est pas encore intégré. Et non. Mais c'est drôle parce que vous avez commencé, à raconter votre histoire en parlant de cette fameuse époque de mai 68, avec la contraception, l'avortement, tous ces changements, les antibiotiques aussi. Vous avez même expliqué tout ce contexte-là très enthousiasmant, dans de nouvelles perspectives où l'enfant pourrait être désiré, etc. Moi, je suis une petite fille de la libération sexuelle, soi-disant de mai 68, et donc de cette période-là de la révolution sexuelle. Mais notre génération, non, on n'a pas été très libérée sexuellement pour la majorité de mes contemporaines. Et j'ai l'impression, quand je vous entends, qu'on est aux prémices de ce changement de mentalité profonde, de découverte de ce que c'est vraiment la sexualité. Et je le sais très bien, la majorité des gens qui nous écoutent, là en ce moment, n'ont jamais entendu ce que vous êtes en train de partager. Oui, mais c'est vrai que ça me sidère et je sais que c'est vrai. C'est pour ça que vous écrivez encore aujourd'hui. Ben oui. Vous dites, je ne peux pas m'arrêter. Mais oui, j'ai été sollicitée. Hein. J'ai été sollicitée, je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'initiative. C'est comme moi, là, je vous sollicite. Est-ce que vous pouvez nous raconter des choses, Daniel? Oh là là, je viens vous voir, je vais vous fatiguer en vous faisant parler, mais c'est vrai que c'est passionnant de se dire qu'il y a quelque chose de beau, de merveilleux à vivre, mais qu'il y a des petites choses, ou des grandes choses. Ah non, c'est du travail. Hein. Ouais, non, c'est du boulot. En fait, il y a une révolution intérieure à opérer. Une autre façon de voir les choses, d'envisager les choses. Exact, et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Il ne faut pas se lâcher, il faut être persévérant.
Mais je pense à une chose que j'ai découverte un peu en consultation aussi. Alors moi je comprends à 1000% ce que vous me partagez, mais je vois que certaines femmes qui n'ont pas vécu cette expérience ne comprennent pas. C'est un peu comme du chinois, ce qu'on dit là. C'est comme si c'était quelque chose de très étranger. Et je trouve ça assez compliqué d'arriver à expliquer quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience à vivre où on l'a vécu ou on l'a pas vécu, mais je ne sais pas. Non, mais parce que vous continuez, si on continue ce que vous êtes en train de me dire, la parole, là, va prendre toute son importance. Hein? J'ai dit dès le début que j'ai été sommée d'y arriver, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, ça veut dire que l'amour nous permet aussi de vaincre des montagnes et de prétendre à se mobiliser pour y arriver vraiment. Hein, il faut comprendre que la parole va aider, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler, parce qu'on ne sait pas parler. C'est pour ça qu'il faut parler avec les gens qui ont envie de partager les mêmes valeurs. Il faut parler avec les copines, il faut parler avec les amis, il faut parler... Hein, c'est très important de se mettre à... Moi, je vous parle de ça parce que je ne savais pas parler. J'étais quelqu'un qui ne parlait pas, j'ai appris à parler, mais ça a changé ma vie. Mais vous dites une chose essentielle pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vécu cette expérience et qui le vivent peut-être avec une certaine frustration, une souffrance. Ça peut être aussi un sujet de discorde au sein de leur relation. Mais je vous dis, c'est très fatigant aussi. Oui, c'est ça, et c'est fatigant, c'est ça, intéressant. C'est sur le côté fatigant. Que l'amour que vous portez pour votre conjoint vous donne la force de vous mobiliser encore pour essayer de pouvoir vivre ce pourquoi vous êtes tellement fait. Oui, de savoir qu'on est fermé et qu'on ne sait pas du tout comment on va y arriver, mais on sait qu'on se demande d'y arriver. De ne pas renoncer. Ah non, pas renoncer. Ben, ça c'est déjà, voilà, renoncer, là on commence un petit peu à s'enterrer. Vous dites s'enterrer, on revient sur les dynamiques de vie et de mort. Mais bien sûr. Quand on dit s'enterrer, il y a quelque chose de l'ordre, quelque chose qui meurt. On abdique. On abdique alors que de pouvoir être curieuse de cette vie, mais incroyable quand même. Et puis peut-être d'entendre au travers de votre témoignage, de tout ce que vous avez partagé, que finalement cette jouissance dont on parle, c'est tout un chemin, un cheminement. Et c'est parfait, il n'y a pas de problème à ce que ça prenne du temps finalement pour y arriver, du moment qu'on est en chemin. C'est exactement ça. De toute façon, on n'arrivera jamais au bout. Hein, les Chinois, ils disent, nous sommes un microcosme qui contient le macrocosme. Alors ça veut dire si on contient l'univers, bien sûr on ne va pas tout explorer, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce que l'on cherche, hein, parce que si on va partout et qu'on s'éparpille, on se perd. Hein, c'est important d'être concentré, par exemple, sur cette dynamique comment dirais-je, de mise en forme sexuelle, de dynamique sexuelle, de savoir se préparer, d'apprendre à se donner des rendez-vous. On a des vies si denses, on a tellement de choses à faire que si on ne met pas cette sexualité au programme, elle peut passer à l'as si facilement. Et c'est dommage puisque ça entretient la santé, ça revitalise. On perd le bénéfice de l'apport quand on oublie combien ça va nous faire du bien. Mais ça me fait penser à un jeune couple qui est venu en consultation il y a quelques jours chez moi. Ils viennent de se marier, ils se sont mariés il y a 2 ans à peu près. Et leur sexualité est vraiment désastreuse, quoi. Ça fait mal, c'est frustrant, il n'y a rien qui va, vraiment. Ils sont vraiment très malheureux dans cette sexualité-là. Et l'un et l'autre, hein, très malheureux. Il faut toujours bien entendre, là, les femmes qui nous écoutent, que quand un homme voit sa femme qui est frustrée, ben, il est malheureux aussi de cela, il ne s'en réjouit pas du tout. Ils viennent me voir, en disant, on va aller voir une sexologue. Alors, une sexologue, ils pensent dans leur imaginaire, dans leurs histoires qui se racontent, que leur donner des techniques. Il va falloir se toucher comme ça, appuyer sur tel bouton, utiliser tel objet pour avoir votre jouissance, et puis tout ira bien.
Et je les entraîne dans la perspective que vous nous partagez aujourd'hui. Et je les ai vus déçus, mais tellement déçus à la consultation parce qu'ils espéraient ressortir avec une technique mécanique qui permettrait d'avoir une solution à leurs problèmes. Il y a 2 ingénieurs devant moi, problème-solution, et là, on va le faire. Et en fait, c'est pas une histoire de technique, c'est pas une histoire de mécanique ce que vous êtes en train de nous apprendre. Et personnellement, c'est là que je trouve ça ultra enthousiasmant, parce que c'est une façon d'être, une façon de vivre, une façon d'habiter son corps, une façon d'être en relation, ça va beaucoup plus loin qu'une C'est un positionnement. Et c'est passionnant en réalité. Et oui, parce c'est un cheminement, c'est pas juste une question et ça va, hein, si vous voulez, moi quand je parle, comment c'est important d'accueillir les souffles sexuels du partenaire dans son utérus, et qu'à partir de là, ça va diffuser dans le corps. Mais on se met au début, on sent presque rien et tout ça, on se dit oh là là, on n'y arrivera jamais. Mais tout ça, ça va, ça veut dire ça démarre, on n'arrivera jamais au bout. Ce qui compte, c'est la dynamique et le mouvement. Et on le ressent d'ailleurs, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus insatisfait. Alors ça change tout. Ça change tout. Ouais, comme vous dites, on n'est pas dans une recherche de performance, non, voilà. Une sorte de jouissance, on n'est pas en train de parler de ça. Non. On est en train de parler de l'accueil de la vie. Et d'être de plus en plus soi-même. De plus en plus soi-même. Chacun. De plus en plus vivante. Oui. C'est passionnant. Daniel, vraiment, je passerai des jours entiers à vous écouter. Merci déjà pour votre générosité. Merci de prendre ce temps-là pour nous transmettre tout ce que vous avez aussi, vous, intégré. Merci vraiment de ne pas rester dans votre... Enfin, je suis très intéressée parce que vous pourriez être ma grand-mère, hein, et pourtant, vous ne restez pas dans votre espèce de confort repli sur vous. Vous continuez à vouloir transmettre, vous continuez à vouloir partager tout ce que vous avez vécu et compris, et c'est tellement généreux de votre part. Je me souhaite la même maturité que vous à un moment. Et que à votre âge, peut-être pas trop mal parti. Donc à 80 ans, de continuer à vous parler d'amour et de sexualité, de tout ce que j'aurais découvert. Vraiment, je rêve d'avoir votre énergie et votre vie à votre âge. Vraiment, vous êtes un modèle très inspirant. Alors je vous remercie parce que c'est important aussi en tant que femme de grandir avec des modèles qui nous inspirent, et vous en faites partie. Donc merci beaucoup de l'être. Je suis enchantée, je suis très heureuse. Merci. Et alors, je salue toutes les auditrices et auditeurs pour pouvoir entendre et comprendre notre entretien. Et puis alors, bien sûr que vous avez écrit des ouvrages qui vous permettent d'approfondir chaque chose qui est partagée ici, et bien plus encore. Je ne l'ai même pas dit, parce qu'en fait, ça me semble tellement une évidence, que vous avez été particulièrement connu du grand public avec le livre Femmes désirées, femmes désirantes. Oui, c'est ça. Que beaucoup de femmes de ma génération lisent, et lisent encore aujourd'hui. Et puis il y a aussi un nouveau livre, À corps et à cœur, comme quoi on n'en finit pas de continuer à comprendre des choses qui nous permettent de mieux nous aimer, d'être plus vivants et vivantes. Absolument. Donc, et de transmettre à nos enfants. Ah, ça c'est intéressant, ouais. Ça, si vous voulez, notre devoir civil, je trouve, est de savoir combien il est important de transmettre l'existence de cette sexualité à nos enfants pour qu'elle s'intègre directement dans leur mémoire cellulaire, alors que nous, on met la moitié de notre vie à pouvoir la trouver. Donc tout ce chemin qu'on parcourt aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on offre aussi à nos enfants. Absolument. À nos filles. Je ne sais pas si c'est un cadeau, hein, moi c'est un devoir. Hein. Moi, je suis plus exigeante. Ah ben d'accord, c'est un devoir, on va le garder en termes de devoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir Thérèse.